Remarquez que tout va bien puisqu'on a augmenté nos effectifs par rapport à l'an passé de 10%. Vous étiez 23 l'année dernière, nous sommes 25 cette année. Bon, il faut prendre les choses, vous voyez, toujours avec humour, même si ça en veut dire un certain nombre de choses. Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là, remercier nos amis de Limoges, Aline, Annie et Sylvie, pour avoir réservé cette salle et pour nous accueillir dans leur région aujourd'hui. Et puis je vous remercie chacune et chacun d'entre vous des efforts que vous faites pour la Convention Vie et Nature, d'abord en venant aujourd'hui, et puis en participant quotidiennement et chacun à votre manière à l'action en faveur du vivant qui est la nôtre. Je tiens aussi à saluer le travail de nos administrateurs, sans lesquels l'association ne serait pas ce qu'elle est, parce qu'une association, contrairement à ce que l'on voit trop souvent, c'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'un collectif. C'est toujours par le collectif et par le réseau que l'intelligence, la réflexion, l'efficacité peuvent mieux se manifester. Quelle que soit l'énergie, le talent, la volonté d'un homme, elle ne peut rien s'il n'y a pas, parallèlement, un mouvement qui se dessine dans la société. Et ce mouvement, vous, je ne dis pas le président ou uniquement les organes dirigeants de l'association, mais chacun de vous est le facteur de ce mouvement dans la société. Donc c'est très important que vous vous impliquiez dans la vie de l'association. Je vous remercie d'y avoir adhéré. Sachez que c'est votre outil à vous, que ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est à vous à faire vivre la CVN là où vous êtes et en fonction de vos centres d'intérêt. Je voudrais justement vous en parler un petit peu avant que, comme d'habitude, notre secrétaire général fasse le rapport d'activité qui se fera à plusieurs voix, puisqu'il y a plusieurs administrateurs qui ont des dossiers ou des choses en charge plus particulièrement. Ils nous expliqueront ce qu'ils font. Il y aura un rapport financier fait par notre sympathique trésorière, Josie. Et puis vous aurez à réélire très démocratiquement, en posant votre candidature, si possible, le président de l'association et les administrateurs de la Convention Vie et Nature. Puisqu'on a décidé de faire une assemblée générale statutaire à peu près tous les 2 ans, et l'année suivante de faire une assemblée générale qui serait plus axée sur la réflexion et le débat. C'est pourquoi aujourd'hui, cette réunion va être en 2 temps. D'abord un temps statutaire, et puis à partir de 16h30, il y aura une conférence ouverte à tous, y compris aux gens qui ne sont pas membres de la Convention Vie et Nature, avec le professeur Jean-Pierre Marguenot, qui est professeur de droit à Limoges, qui n'est pas uniquement un spécialiste de droit animalier, mais qui tient la rubrique et qui, je crois, tient l'enseignement du droit européen, du droit communautaire et notamment des droits de l'homme, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, il vous en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous voulez, je voudrais vous parler un petit peu, dans le cadre du rapport moral, de ce qu'est la Convention Vie et Nature. Et sans faire un historique de ce que j'ai fait, parce que ce n'est pas intéressant de faire sa propre biographie, n'est-ce pas, son autobiographie, mais je voudrais vous parler un petit peu comment tout cela est né et pourquoi la Convention Vie et Nature existe et quels sont ses objectifs. J'ai commencé ma vie associative avec des gens comme Théodore Monod, Paul Drouot, Bernard Grolier, des noms qui sont oubliés maintenant, mais qui avaient créé dans les années 76, du moins pour les 2e et 3e nommés, qui avait créé en 76-77 une association révolutionnaire, radicale, dangereuse, le ROC, le Rassemblement des opposants à la chasse, en 1976. Et cette association avait un but spécifique, c'était lutter contre la chasse. J'en fus vice-président, avec Théodore Monod, de 1981 à 1995. Bon, mais j'avais conscience que tout en posant un problème important, qui est le problème de la chasse en France, qui pose des problèmes éthiques, philosophiques, politiques, écologiques, c'était peut-être un peu réducteur. Parce que finalement, si nous étions contre la chasse, comme je l'expliquais à l'époque, c'est parce que nous étions pour le vivant. C'est pas tellement être contre.
Être contre, c'est un peu négatif, c'est réducteur, c'est pas bien. Il faut être pour. Et c'est pour l'inverse de ce qu'était la chasse, c'est-à-dire la vie. Pour le respect du vivant, pour le respect de l'être vivant. C'était beaucoup plus sous cet angle-là que nous abordions les choses, plus qu'être contre qui que ce soit. Parce que être contre, ça c'est une tendance que l'humain, par trop, cultive. Et on a toujours dit que pour bien se poser, il fallait s'opposer. Bon, ça en dit long sur ce qu'est notre espèce, qui a été une espèce guerrière, ou c'est une espèce violente, qui s'est toujours opposée. Moi, je crois qu'il fallait beaucoup plus axer sur quelque chose de positif. Quand on a vu les limites de cette action, quand on a vu le développement de ce qui se passait dans ce pays et ailleurs, nous avons eu l'idée, il y a maintenant 12 ans, 13 ans, en 2002 exactement, de lancer un nouveau mouvement, la Convention Vie et Nature, qui, à la différence du ROC, n'a pas pour but unique se préoccuper de chasse. D'autant que, comme l'a dit quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, puisqu'elle fut notre plus mauvaise ministre de l'écologie, là, croyez-moi, c'est un concours difficile à gagner, d'être le plus mauvais ministre de l'écologie en France. Là, il y a des candidats, ils sont tous bons, hein, dans le côté négatif. Mais la pire de toutes, quand même, je vous la dénonce, hein, c'est Roselyne Bachelot. Non, parce qu'alors là, vraiment, elle les cumulait. Hein. Elle les cumulait puisque, outre les cadeaux somptueux qu'elle a fait à tous les braconniers, y compris à ceux qui tuent les petits oiseaux avec des lecs dans l'Aveyron et la Lozère, elle passait ses week-ends d'été dans toutes les corridas de France. Oui, non, mais c'est ce que je dis, ils sont nombreux au concours, hein. Ils sont nombreux, mais enfin c'est difficile de faire mieux. Donc à l'époque, on avait dit, bon, il faut évidemment globaliser le problème et voir le fond des choses. Ce qui est important, c'est quand même le rapport de l'homme au vivant. Un philosophe, qui était d'ailleurs membre du même gouvernement que Mme Bachelot, M. Luc Ferry, avait publié un petit bouquin, facile, d'ailleurs très facile, trop facile. Quand un philosophe fait quelque chose de trop facile, c'est qu'il fait une bêtise, qui s'appelait Le Nouvel Ordre écologiste, que certains d'entre vous ont lu. Le Nouvel Ordre écologiste, l'arbre, l'animal et l'homme. Et on a redétourné son slogan en disant, mais oui, au fond, l'arbre, l'animal et l'homme, c'est nous. Voilà, nous tout à fait d'accord. Non pas dans un ordre hiérarchique, non pas parce qu'on met l'un au-dessus de l'autre, mais parce que nous avons la préoccupation de l'arbre, de l'animal et de l'homme. Et de l'homme aussi, bien sûr. Donc, la Convention Vie et Nature est un mouvement qui prône le respect du vivant sous toutes ses formes, le respect des êtres sous toutes ses formes, ce qui veut dire que nous devons être présents dans tous les combats qui concernent la vie. Alors, aussi bien évidemment contre la chasse, puisque la chasse c'est un loisir de mort qui consiste à donner la mort à titre de distraction. C'est pas la faim qui fait sortir le chasseur le dimanche matin de chez lui. C'est pas la faim, il n'a pas faim. Les commerces sont pleins de victuailles, y compris de viande. Hein. Donc ils sont pleins de victuailles, c'est pas la faim. C'est pas non plus une nécessité de faire quoi que ce soit. C'est quand même un loisir. Ils disent un sport. Bon, c'est un sport. Voilà. Donc c'est une activité distractive. C'est un loisir. Et ce loisir consiste à donner la mort. Donc ce loisir nous pose problème d'un point de vue éthique. Mais il n'y a pas que ça. La corrida, qui n'a rien à voir avec la chasse, est aussi un problème majeur. Les combats de coqs, les élevages concentrationnaires, certaines formes de vivisection cruelles et inutiles, des expérimentations pour mettre au point des cosmétiques ou autre chose, ou des choses qui font souffrir les êtres, c'est pas admissible. Ce qui n'est pas admissible non plus, c'est la destruction des milieux naturels. Peut-on accepter que des élus dont l'honnêteté se mesure inversement au nombre de ronds-points qu'il y a dans leur commune, puissent tout bétonner, cimenter, artificialiser comme on le voit actuellement, non pas pour le bien public, mais pour faire des profits et détourner de l'argent public. On me montrait ces jours-ci dans un petit village de la Dordogne, par exemple l'installation d'un feu tricolore dans un endroit où il n'y a aucun carrefour, il n'y a rien du tout. Ça a coûté 23 000 €, c'est marqué dessus, à la collectivité territoriale. C'est de l'argent détourné des fonds publics pour des entreprises. On sait très bien qu'il y a des problèmes de bac-chiche, on sait très bien qu'il y a de la corruption derrière tous ces travaux publics. Et c'est vrai que la France est en Europe le pays qui compte autant de ronds-points que tous les autres pays de l'Union européenne réunis.
c'est vous dire la moralité. Oui, oui, non, mais je dis le problème est global. Le problème, et c'est justement le propre de notre mouvement, c'est de poser les problèmes d'une manière globale, en disant dans quelle société vivons-nous et quelle société voulons-nous? Est-ce qu'on veut une société dans laquelle la violence, la cruauté, le mépris des êtres vivants, l'arbre, l'animal ou l'homme, soit d'actualité? Veut-on une société dans laquelle le profit prévaut sur la considération de l'intérêt, y compris des personnes et des êtres humains? Parce qu'après tout, plutôt que de gaspiller de l'argent à faire des centres de loisirs pierre et vacances, par exemple dans des zones naturelles, ou des barrages pour 20 maïsiculteurs qui vont polluer toute une vallée, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent pour créer des emplois dans des domaines sociaux et faire vivre des gens mieux qu'on ne le fait actuellement? Vous voyez que le problème est aussi humain, que le problème est aussi social. Nous dépassons donc largement le cadre d'une simple opposition à quelque chose qui nous paraît à tous très négatif. C'est vrai. Bon, les idées que nous défendons là, nous sommes les seuls à les défendre. Entendons-nous bien, il y a des associations remarquables qui font un travail courageux, qui ont des militants de qualité, qui prennent des risques, et ô combien, pour lutter les uns contre la chasse, les autres contre la corrida, les autres contre le barrage de Sivens, les autres pour telle ou telle Notre-Dame-des-Landes, que sais-je encore. Mais la Convention Vie et Nature a un mérite. C'est votre mérite à vous, c'est pas le mien. Hein. Votre mérite à vous, c'est de comprendre que tout ça se tient et qu'il n'y a pas d'un côté un problème et le reste qui n'est pas intéressant. Sur le plan logique, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel, tous ces combats se tiennent. Tous ces combats ne forment qu'un. C'est pourquoi j'ai employé, moi qui n'aime pas les mots trop compliqués ou inquiétants, le terme de biocentrisme parfois. Biocentrisme. Alors, évidemment, je vous dis, je me méfie de tous les mots en isme. Ils ont fait tellement de victimes dans l'histoire, n'est-ce pas hein? Les mots en isme, il faut vous en méfier. Mais le biocentrisme, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est mettre la vie et le vivant au centre de nos valeurs. Au centre de nos valeurs, c'est ça. Pendant longtemps, dans les sociétés humaines, c'était les dieux qui étaient au centre des valeurs, des préoccupations des hommes. C'était les dieux qui dictaient les lois de la cité. Et puis après, on a connu le temps d'un humanisme où l'homme a pris la place, avec le siècle des Lumières, la pensée de Descartes, la pensée des philosophes du XVIIIe siècle. On a mis l'homme au centre de tout. C'était sans doute un progrès déjà, sans doute, un petit progrès. Et nous sommes pour aller plus loin, en élargissant le cercle de l'empathie, non pas pour abaisser l'homme, non pas pour le faire vivre à quatre pattes, comme disait Voltaire en parlant de Rousseau. Quand il disait Rousseau, il disait on a envie de marcher à quatre pattes. C'est pas ça, c'est pas le problème. C'est pas de rabaisser l'homme, c'est de rehausser l'ensemble de la vie. C'est de dire que le vivant a une valeur en lui-même et que ce vivant doit être défendu. Vous en êtes les avocats. Alors vous me direz, oh là là, nous sommes 25, 30, nous sommes quelques centaines en France, adhérents. Comment peut-on porter à nous tout seuls une si grande idée, un si vaste programme, quand on sait que contre nous, il y a toutes sortes de lobbies. Il y a l'industrie chimique, Monsanto, il y a les lobbies de la chasse, il y a la FNSEA, il y a qui veulent des élevages concentrationnaires, vous savez, des 1000 vaches, 1000 veaux, 1000 cochons, etc. Bon, vous avez tout ça. C'est des forces extraordinaires. Et j'aime mieux vous dire que les hommes politiques, quand ils voient les gens de la FNSEA, qui ont à la fois des moyens financiers colossaux et qui ont des troupes derrière eux, ben ils s'inclinent. Ils s'inclinent. Comme Rousseau. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire, ils se mettent à quatre pattes, oui. Mais je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui est très intéressant et très édifiant. Et lisez, c'est très instructif, le site de la Convention Vie et Nature, animé par Gérard Martin. Vous y lirez des débats parlementaires, par exemple, sur la dernière loi sur la biodiversité, qui n'est jamais qu'une des dernières lois qui parle de biodiversité et de chasse. Ça fait 30 ans que moi, je lis les débats parlementaires, donc je suis habitué maintenant, hein. C'est toujours la même chose. C'est absolument effarant. Vous en tombez à la renverse
de voir tant de servilité, de bassesse, d'arriération de la part des élus. Mais c'est incroyable. Mais prenez quelques instants pour lire et vous saurez que, loin d'exagérer, je suis en dessous de la vérité. C'est affreux. Ces gens-là n'interviennent que pour crier à l'Assemblée « chasseurs, agriculteurs, chasseurs, agriculteurs, chasseurs, agriculteurs ». Les meilleurs protecteurs de la nature, les plus grands écologistes, voilà. Quand on sait que 89% des eaux de surface sont polluées par les pesticides, quand on sait que l'agriculture actuellement est en train de tuer la biodiversité complètement, que les campagnes deviennent un désert, qu'il n'y a plus d'insectes. Donc s'il n'y a plus d'insectes, ou de moins en moins, il n'y a plus d'amphibiens, il n'y a plus de reptiles, il n'y a plus... etc. Que les oiseaux insectivores disparaissent. Hein. Bon, quand vous savez tout ça, et vos parlementaires clament à la tribune de l'Assemblée nationale chasseurs, agriculteurs, comme s'ils étaient des pantins dont ces gens-là tirent les ficelles. Eh bien, là, il y a un problème. Et ce problème, nous devons le poser. Nous devons le poser en tant qu'association. Nous devons le poser en tant que citoyens. Et c'est la raison pour laquelle notre combat est un combat global. Nous ne faisons pas qu'intervenir contre un loisir ou contre un spectacle, nous interviendrons dans tous les domaines où le vivant est en cause. Parce que nous avons au moins un mérite. Nous sommes cohérents. Nous en avons un second. On ne sert pas des intérêts privés. Vous et moi, ça ne nous rapporte rien de sauver un site, de sauver une vallée, de sauver une forêt, de sauver une espèce. Ça ne nous rapporte rien. Nous intervenons pour l'intérêt général. Et ça, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle, outre l'action associative, il est envisageable, et je vous l'annonce aujourd'hui, mes amis, entre nous, puisque nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Même si ça passe après sur Internet, mais ça peut. J'ai décidé, s'il y a une élection primaire de l'écologie en France, de porter les valeurs du biocentrisme, de la Convention Vie et Nature. Pourquoi? Parce que nos amis écologistes ne le font pas suffisamment et ne le font pas bien. C'est pourquoi ils ne sont que là où ils en sont actuellement. Je vais vous dire quelque chose. Quand une fille formidable, qui s'appelle Laurence Abeille, qui est députée du parti écologiste Europe Écologie Les Verts, a déposé un amendement demandant à ce que l'animal sauvage soit protégé par la loi. Excellent amendement, repoussé par le gouvernement, désapprouvé par Mme Ségolène Royal et combattu par le groupe UMP. Savez-vous combien de voix a obtenu cet amendement? 7 voix. Mais alors, où étaient les autres députés verts? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour eux, c'était pas important. Pour eux, c'était pas important. Et quand vous les écoutez s'exprimer, beaucoup d'autres, jamais ils ne vous parleront de nature. Jamais ils ne vous parleront du vivant. Jamais ils oseront s'opposer à ces lobbies malfaisants dont on parlait tout à l'heure, qui imposent leurs lois. Il faut que des gens se lèvent et disent « Eh bien non, on a une autre conception du vivant. » Et cette conception du vivant, nous allons, vous et moi, la défendre par l'association et par tous les moyens légaux, bien sûr, qui nous sont donnés dans une démocratie, et notamment, c'est la participation à la vie publique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.